du changement à l'emploi, de ce qu'on entend par un emploi raisonnable. Avant la réforme, c'était général, il y avait les souplesses, puis avec la réforme maintenant, vous le savez, je pense, on doit d'abord accepter un emploi dans 100 km ou 1 heure. Ça a fait la manchette, on s'est battu aussi beaucoup à ce niveau-là. Et vous êtes responsable de votre dossier. Alors, vous devez vous-même marquer toutes les démarches que vous faites. Dans une région rurale, c'est 3 démarches semaine minimum, et dans une zone urbaine, c'est 5 démarches par semaine. Alors, vous notez, vous savez, pour ceux qui sont les plus vieux parmi nous, là, vous avez sûrement déjà vécu ça à une époque où, aussitôt qu'on faisait une démarche d'emploi, on découpait les coupures de journal. Maintenant, bien, souvent, c'est par Internet, on va imprimer la demande. Et on va se faire tout un dossier. À chaque fois qu'on va chez un employeur, on va prendre en note l'employeur, la journée qu'on est allé, 3 décembre en après-midi, et j'ai rencontré telle personne, j'ai remis mon curriculum. Et là, c'est à vous d'être responsable de tous ces outils-là. Votre CV, l'inscription à des outils de recherche, les banques d'emploi. On peut vous demander, par exemple, à combien de... Est-ce que vous êtes sur JobBoom? Est-ce que vous êtes inscrit? Vous savez, sur Internet, il y a plusieurs sites de recherche d'emploi. Est-ce que vous êtes inscrit à ces recherches-là? Vous ne fournissez pas ça à Service Canada, mais si Service Canada prise votre nom et qu'il regarde votre dossier, ils peuvent vous demander de vous fournir ces renseignements-là. Combien de fois vous avez fait des recherches par semaine? Votre CV est-il à jour? Est-ce que vous avez participé? Il y a eu un salon d'employabilité. Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez eu des entrevues? Toutes ces choses-là peuvent faire partie de leur questionnaire. Donc, c'est vous qui devez apporter la preuve de. En plus, on insère un système informatique d'alerte. Et le système d'informatique d'alerte, vous savez, à un moment donné, ils vont mettre, par exemple, je ne sais pas, prenons un exemple, une boutique, prenons le IGA ici à côté, ils offrent l'emploi pour 3 personnes aux caisses. Donc, vous allez recevoir ces alertes-là. Vous n'allez pas recevoir ces alertes-là que vous soyez musicienne, infirmière, que vous soyez soudeur, vous risquez de recevoir aussi ces alertes-là. Mais vous êtes obligé d'accepter, si c'est, selon les critères qu'on a vus tantôt, jusqu'à 70% de votre salaire. Si c'est 50% de votre salaire, vous pouvez refuser parce que le salaire est trop bas. On pense que ça va amener une diminution des salaires. Tout ce qui n'est pas, entre autres, syndiqué risque d'avoir une diminution des salaires dans la société. On croit. Mais là, l'impact, on va le voir plus tard, parce qu'on croit que les entreprises qui ne faisaient pas énormément de profit, mais qui arrivaient quand même à payer convenablement leurs personnes, risquent d'aller jusqu'au salaire minimum. On peut facilement passer de 12,60 à 9,60. C'est sûr que les enjeux vont être différents. À une place où on a des grandes entreprises comme ici, qui sont des entreprises au niveau minier, les salaires sont plus élevés. Donc, les gens qui occupent des emplois dans d'autres endroits, c'est difficile pour eux de payer juste le salaire minimum. Parfois, il y a une question d'offre et de demande qui va jouer là. Alors, le nouveau tribunal de la sécurité sociale. Je ne sais pas si certains connaissent ce qu'on appelle les conseils arbitraux. Est-ce que vous connaissez un petit peu le principe? Bon, je vais vous expliquer grosso modo, avant puis après. Mais j'aimerais ça que vous reteniez aussi ce chiffre-là, le 850 membres. Quand j'ai commencé à travailler, c'était 1000. Là, sur ma demande, c'est 850. Et une des dernières questions que j'ai posées en chambre, on était rendu à 700. Ça veut dire qu'ils ont commencé à éliminer déjà les conseils arbitraux. Conseils arbitraux, vous faites une demande d'assurance emploi et on vous refuse. Vous aviez 30 jours pour protester. Alors, vous protestiez, puis ensuite, les conseils arbitraux vous donnaient un rendez-vous. Il y avait 3 personnes qui vous recevaient. Il y avait un représentant syndical, il y avait un représentant de l'employeur, et il y avait le président du conseil, probablement qui venait de je ne sais pas quelle source, là, mais il y avait une 3e personne. On vous écoutait, vous argumentiez, et vous pouviez dire, après ça, souvent, ils réglaient en faveur du prestataire, d'accord, telle chose, ils n'ont pas pris ça en considération, et vous receviez par la poste la réponse, comme de quoi vous pouviez recevoir votre assurance emploi ou pas. S'ils n'étaient pas contents ou s'ils n'étaient pas d'accord avec les arguments que vous apportiez, là, vous aviez le juge arbitre.
Alors ici, là, il y avait environ un 25 000 et plus de demandes dans cette partie-là. Et le juge arbitre, il y en avait environ 2300 par année. C'est les chiffres que j'avais dernièrement. Alors ici, il y en avait 32 qui pouvaient traiter votre demande parce que vous avez eu un refus ici, il y avait 60 jours. Mais il fallait apporter de nouveaux arguments pour pouvoir être traité auprès du juge arbitre. Tout ça, ça s'en va, ça n'existe plus. Et ça a été remplacé par le tribunal de sécurité sociale qui comporte 74 membres au niveau du Canada, mais ça inclut tout le tribunal de sécurité sociale. L'assurance emploi, il y en a 39 qui va vous répondre. Alors, comment on va fonctionner? D'abord, on sait qu'il va en avoir probablement dans les grands centres, comme Québec, Montréal. Ici, probablement, vous n'aurez pas. Alors, il faudra fonctionner soit par Internet, soit par vidéoconférence, soit par téléphone. Je ne sais pas comment ils vont vous entendre. On croit qu'il va y avoir des délais qui vont être très grands, mais quand on est sur le chômage, qu'on a des versements, on sait qu'on va reprendre un emploi, supposons au mois d'août ou au mois de septembre, on a quand même nos versements de maison, on a quand même nos prêts à remettre, on a quand même la vie, l'épicerie, etc. Les cartes de crédit vont se remplir. On pense que ça va amener un appauvrissement de la population, ce système-là. Ici, les tribunaux, il y a 39 membres qui vont être consacrés à l'assurance emploi. Puis, on n'a pas encore la réglementation totale de la façon dont ça va fonctionner, mais on sait qu'il va en avoir dans les grands centres, puis il parle beaucoup de vidéoconférences. Il y a des gens qui ont été formés dans les tribunaux ici, là. Comme par hasard, dans la dernière année, on a vu apparaître des personnes qui n'avaient jamais fait partie de ces 1000 membres-là, qui sont devenus 850, qui sont devenus 700. Ils ont apparu comme ça, qui ont été formés et qui, comme par hasard, présentement sont engagés pour être parmi les 39 membres, là. Donc, ils ont pris leur formation des membres qui étaient là, et puis pour pouvoir traiter les dossiers. Maintenant, supposons que vous demandez votre chômage, et on vous dit non. Alors, avant, on protestait. Maintenant, il va falloir que ce soit une demande écrite. Et la demande écrite, ils peuvent répondre à la demande écrite, non, on n'accepte pas de reviser votre demande et vous n'aurez pas de prestation. Et c'est final. À moins d'aller ici, et là, vous avez 13 juges, on passe de 32 à 13 juges, et je vous dis que si vous allez ici, là, ce serait bien que vous ayez des avocats. Et qui est capable de payer un avocat? Alors, avec l'assistance judiciaire, il faut avoir pas plus que tel revenu. Et quelqu'un qui est sur l'assurance emploi, à 55% de son salaire, n'a pas nécessairement les moyens d'aller chercher un avocat pour pouvoir se défendre. La longueur de traitement ici se rallonge beaucoup. Vous devez obligatoirement demander la révision par écrit. Et on peut vous dire, sans autre jugement, non, on ne fait pas votre révision. On n'accepte pas et ça finit là. Donc, il vous reste, après ça, à recourir au service judiciaire. Le projet pilote pendant la période de prestation, ça a toujours changé depuis 2005. Pour les plus vieux, vous devez vous souvenir, 50 $ par semaine, vous avez le droit de gagner, ou 25% de la rémunération. Ça, c'est ce que, quand vous êtes prestataire, supposons que vous avez 300 $ par semaine, vous avez le droit d'aller chercher un montant en travaillant en temps partiel ou sans que le taux de prestation diminue. Et souvent, les personnes prestataires faisaient des calculs, puis ils se disaient, tiens, si je travaille une journée de plus, ils m'enlèvent ma prestation, donc ça ne sert à rien de travailler. Il y avait une sorte de calcul comme ça. Donc, ils savaient à peu près combien d'heures ils pouvaient faire pour aller chercher le maximum. Et c'était ici 50 $ ou 25% de la prestation. Ici, c'est à partir de 2005 à 2012, le 50 de base était monté à 75 ou 40% de prestation. En 2012, dans la nouvelle réforme, c'est 50% des revenus d'emploi. Alors, le 50%, nous, on s'est dit, bingo, c'est mieux. Alors, si la personne a des revenus d'emploi, elle peut aller chercher 50%. Mais vous allez voir, c'est pas mieux. Alors, si on prend des régions, là, si on prend comme ici, là, ici, évidemment, c'est pareil, parce que la personne a des prestations de 100 $. Elle a un gain d'emploi de 150, donc elle avait le droit à 75 $ ou 50 %, mais 50 %, ça donne aussi le 75, 50 % c'est 75, donc c'est pour ça qu'elle reste égale. Mais si vous prenez toutes les autres qui sont là, et tous les autres qui sont ici, la personne elle perd à chaque fois. Alors ici, elle avait le droit à 80, là, elle a le droit à 75.
120, elle a le droit à 75, 120, elle a le droit à 100. Alors, partout ici, elle perd, sauf si elle gagnait 100, puis qu'elle va chercher les gains d'emploi de 100. Pourquoi c'est comme ça, là? Ces chiffres-là nous ont beaucoup été fournis par, d'ailleurs, on les remercie, les syndicats et puis les groupes d'action chômage qui ont fait les calculs, qui ont pris le temps de regarder ça. Et pour nous, parce que, évidemment, ça demandait beaucoup de calculs. Et partout, si vous voyez ça, là, supposons ici, la personne est à 485, donc elle a le maximum permis. Elle va chercher un gain d'emploi de 200 $. Alors, le montant non déductible est à 194 et maintenant, il est de 100. Ça fait qu'elle perd entre 679 et 585, la différence qui est là. On continue. Alors, donc, on a beaucoup travaillé cet aspect-là en chambre. Ça a été travaillé aussi au niveau des communications. Les syndicats sont sortis là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour finalement, la souris a couché d'une montagne. La ministre est revenue sur une partie du fameux dossier. Elle a dit les gens qui ont travaillé entre août 2011 et août 2012 pourront choisir entre l'ancienne méthode ou la nouvelle méthode. Sauf qu'ils devront choisir pour 3 ans. Alors, votre situation change, vous devez rester. Alors, si vous choisissez l'ancienne méthode, il va falloir rester à l'ancienne méthode aussi l'an prochain. Qui sait qui connaît sa vie dans 2 ans, 3 ans? Il peut arriver bien des choses. Donc, on est coincé dans cette règle-là. Je pense que la plupart vont choisir, ceux qui ont droit vont choisir l'ancienne, mais c'est un choix, c'est quand même un peu comme tirer un billet là, de loterie. Et autre chose, ça ne touche qu'une petite partie de la population, parce que c'est uniquement ceux qui travaillaient entre le mois d'août 2011 et ceux qui travaillaient jusqu'à 2012, le mois d'août. Les autres ne sont pas concernés par ça. D'accord? Alors, ça veut dire que c'est une petite partie de la population, on ne sait pas exactement combien, là, on n'a pas fait l'évaluation, mais ça ne touche pas tout le monde. Alors, avant la réforme, vous vous souvenez, si je regarde avant 2005 toujours, on avait droit, il calculait dans le chômage les 26 dernières semaines. C'était passé en 2005 les 14 des meilleurs 52 parmi les semaines. Et maintenant, on passe les 14 à 22 parmi 52. Alors, lorsqu'on est passé aux 14 meilleures semaines, on a dit, bon, les prestations, ils vont pouvoir prendre les meilleures 14, donc c'est mieux que 26. Mais lorsqu'on vient de passer de 14 à 22, et vous allez voir, ça dépend aussi du taux de chômage de votre région. Et on va passer à l'autre tableau, on va le voir mieux. Alors, si on prend une région comme le nord-ouest du Québec, le taux de chômage est à 9,3. Alors, vous allez devoir, ils vont considérer 4 semaines de plus que les 14 semaines de base qu'ils considéraient avant. Si le taux de chômage est à 5,5 comme à Québec, à ce moment-là, vous allez avoir les 14 parmi les 22 meilleures semaines. Vous êtes au minimum, mais si vous êtes dans une région comme, prenons une Gaspésie, qui a quand même beaucoup de chômage, il est à 12,8 ils doivent prendre une semaine de plus. Alors ça veut dire que si vous avez travaillé 14 semaines à 400 $ semaine et que la 15e semaine, vous avez travaillé à 300 $, ils vont prendre la moyenne de tout. Donc, on a calculé que les prestataires, encore une fois, étaient perdants dans cette situation-là. Le projet pilote, alors vous savez qu'il y avait des projets pilotes qui permettaient, entre autres, qui s'adressaient aux régions ressources comme la Gaspésie, la Côte-Nord et certaines régions. Il y en a 21 au Canada. Et ces projets pilotes-là de 5 semaines supplémentaires étaient additionnés lorsque les prestations étaient terminées au printemps et que la saison n'était pas commencée. Je prends par exemple les pêcheurs. On a rajouté 5 semaines de prestations qui leur permettaient de faire la transition entre les deux, s'attendre. Ce qu'ils vont avoir, c'est un trou noir, c'est-à-dire pas du tout de prestations, et reprendre la saison plus tard, 5 semaines. Ce qu'on croit, c'est que peut-être certaines entreprises vont faire la part des choses qui vont essayer d'allonger le temps de travail. Ça, c'est si vous tombez sur d'excellents employeurs. Et sinon, ben, ils vont avoir un trou noir de 5 semaines sans aucun revenu. Donc, appauvrissement de la population, ça touche directement les familles. Alors, les principaux impacts, on pense qu'il risque d'y avoir une baisse de salaire parce que si tu es employeur, tu peux payer ton employé à 80-70% de moins. Pourquoi tu offrirais des salaires plus élevés?
l'appauvrissement des chômeurs et perte de vitalité économique des régions. On croit qu'il va y avoir des exodes de régions. Si je prends les gens des îles de la Madeleine ou de la Gaspésie, ils vont se dire, tiens, pourquoi je ne quitterais pas? Puis à ce moment-là, ils quittent leur métier de pêcheur, mais ils ne reviendront pas. Donc, c'est tout le travail spécialisé qui va se faire. La rétention de main-d'œuvre, on va avoir des problèmes avec le travail saisonnier, la perte d'investissement de main-d'œuvre chez les employeurs saisonniers, l'évaluation des compétences de la main-d'œuvre, mécanisme d'appel plus rigide. Alors, ça, c'est toutes les conséquences qu'on voit même à court terme. On commence déjà à les voir.